Alors on écoute la question de Nathalie et ensuite on se retrouve au bureau et nous discuterons d'égoïsme altruiste. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux ouvrages et le dernier s'appelle Les violences invisibles. C'est aux éditions le Courrier du Livre. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous voulez mieux comprendre justement ces mécanismes de l'emprise, notamment dans le couple. Si vous voulez aussi comprendre un peu mieux notre enfance, vous parlez beaucoup de tout ce qui se passe dans l'enfance. Oui, je donne des pistes parce que c'est important que quand on étudie la violence invisible, que ça nous oblige à un travail sur soi. Parce que, comme je le disais déjà tout à l'heure, on a tendance après à dire que l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela, ce qui est vrai, ce qui est nécessaire. Il est nécessaire de s'en apercevoir, bien sûr. Mais moi, pourquoi est-ce que je l'ai laissé faire? À quel endroit est-ce que j'ai pris ma part? En quoi j'existe dans cette histoire, quoi, tout simplement. Donc faire un travail sur soi est vraiment très intéressant. Indispensable, j'oserais dire. Si tout le monde faisait un tout petit peu... On devrait apprendre ça à l'école, hein, en fait. Oui. On devrait apprendre à mieux connaître nos émotions et à mieux comprendre comment on fonctionne. Bien sûr. Mais bon, il y aurait des choses à changer dans la société. Énormément. Bon, en tout cas, on fait notre part, hein, Jean-Charles Bouchou. On a fait notre part pour le colibri. Nous sommes en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Nous parlons des violences invisibles aujourd'hui qui sont pourtant très nombreuses et elles sont d'autant plus embêtantes parce que justement, comme elles sont invisibles, on met du temps à se rendre compte de ces violences dans un couple. Oui, on les voit pas. Mais quelquefois même, on le disait hors antenne, nous sommes dans le déni et on n'a pas forcément envie de les voir non plus. C'est vrai. C'est quand même super intéressant de voir les choses en face et d'invisibles, elles deviennent visibles et après on choisit. Hein. Oui, mais j'ai quand même l'impression, Jean-Charles Bouchou, alors je fais un peu d'humour, hein, allez-y. Mais, j'ai quand même l'impression que si on repère toutes les violences invisibles, on vit plus en couple. Pas forcément. Pas forcément, non. Moi, les défauts de mon conjoint, de ma conjointe, ils me font sourire, ils m'amusent, je les aime bien. Oui. C'est pas un problème. Mais quand on parle de violence invisible, c'est bien au moins de les voir. Une fois qu'on les a... une violence invisible toute bête. Vous travaillez à un endroit, il y a du bruit, mais vous y faites pas attention. Et pour ça vous fait monter en tension. Et à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Le bruit est une violence invisible à la limite. Et puis si vous en prenez conscience, vous achetez un casque assourdissant et vous avez résolu votre problème et vous restez en couple. Oui, quelqu'un qui ronfle, par exemple. Quelle violence invisible. C'est une violence invisible tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et puis après, une fois qu'on a mis les boules de pièces. Voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous Nathalie. Alors, merci à vous surtout de m'accueillir. Mais je vous en prie. Alors, racontez-nous, vous, qu'est-ce que vous avez subi comme violence invisible? Alors, au début, bien sûr, c'est toujours... avec une voix aussi gentille que vous avez, j'imagine bien que vous avez subi de la violence, Nathalie. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai été en couple avec un homme qui faisait le même travail que moi, mais pas dans la même société, en fait. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs choses. Je faisais en contrepartie aussi, je donnais des cours de danse. Donc voilà, j'étais quand même assez prise et d'un ancien couple, enfin de mon ex-couple, j'avais 2 enfants. Bref. Voilà, donc il me demandait, il me sollicitait beaucoup plus au début pour que je sois de plus en plus présente. Mais bon, moi j'avais mes enfants à charge, donc c'était un petit peu compliqué de me libérer tous les jours. C'était pas possible. Donc déjà il a commencé à un petit peu me forcer la main pour que je sois plus présente. Voilà. Mais lui ne se déplaçait jamais. C'est toujours moi qui venais chez lui. Voilà. Ensuite, il a commencé à venir. Ça vous gênait, ça? Oui, énormément, parce que moi, c'était mes enfants étaient ok pour que je refréquente quelqu'un. Et vous avez pu lui en parler ou pas? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous disait? Ça l'intéressait pas parce que mes enfants, à ses yeux, étaient gênants. On pouvait pas faire ce qu'on voulait quand. D'accord. Voilà, on n'était pas aussi libre que lorsqu'on était seul, quoi. Donc c'était un petit peu dérangeant et puis bon. Là, c'est de l'égocentrisme assumé, hein. Tout à fait. Bon, et puis bon, voilà, j'avais Raphaël qui avait 13 ans et c'était surtout que il était quand même à charge, il fallait que je m'en occupe, etc. Et il supportait pas que je puisse m'occuper de mon fils, quoi. C'était tout centré autour de lui, vous voyez. Donc un vrai égocentrique, on est d'accord. Un vrai de vrai. Et donc au fil du temps, il m'a... Ce qui n'est pas la même chose qu'avec l'égoïsme dont on parlait tout à l'heure. Pas du tout pareil.
L'égoïsme altruiste, si je rencontre quelqu'un qui fait la manche, je vais lui donner, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, pour me faire plaisir. C'est ça que j'entends par égoïsme altruiste. C'est bien comprendre que je me fais plaisir à ce moment-là. Mais si je vais lui piquer 1 euro dans son gobelet, ça c'est de l'égocentrisme. C'est pas du tout ce que je prône. Vous voyez? Donc à un moment donné, c'est l'égoïsme, c'est un savoir-vivre en société aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, il avait beaucoup de soucis relationnels au niveau de son travail, voilà, avec ses clients. C'était très compliqué, il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées, il a perdu ses emplois consécutifs. Et à la suite de ça, il a essayé de rentrer dans ma société dans un premier temps, mais en me dénigrant. Et on était encore ensemble. Mais là, vous aviez quand même déjà beaucoup de repères que cette personne était toxique, hein, Nathalie. Alors, justement, j'ai essayé de dire, bon, maintenant ça suffit, on arrête parce que c'est pas possible. Donc, il s'en est suivi que, il venait devant chez moi pour surveiller, voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Il venait en pleine nuit, il est venu me mettre des choses sur ma terrasse, enfin bon... Voilà, il s'en est passé beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, il aille à mon nouveau travail, parce qu'entre-temps, j'avais changé de travail. Et il est venu voir mes anciens employeurs, avec qui j'étais un petit peu en froid en plus, parce que j'avais quand même des petits soucis au niveau du salaire. Donc il y avait un petit peu de discussion entre nous à ce moment-là. Et il a été les voir, encore en me dénigrant, et j'ai perdu mon travail. À cause de lui? Oui. Totalement. J'imagine qu'à ce moment-là, vous l'avez quitté quand même, non? Ah oui, mais je l'ai quitté sans aucun problème. Et j'ai, j'ai fait ce qu'il fallait pour que je sois reconnue, quoi. Enfin bon, en tout cas au niveau de mon employeur, c'était un licenciement illégal. Donc voilà, quoi. Abusif en tout cas, oui. Abusif, voilà. Il a rien eu bon, lui par contre, il a rien eu du tout. Donc il s'en est sorti en toute impunité. Mais bon, maintenant j'ai la paix. Et j'espère que ça va durer. Alors ça fait pas très longtemps qu'il me... vous avez coupé tous les liens avec lui. Ah, tous les liens, oui. Ah oui, complètement. Bon, donc a priori, parce que c'est ça qui est important, c'est de couper tous les liens pour pas laisser la moindre emprise. Et là, en l'occurrence, vous n'étiez pas mariés, vous n'étiez pas, vous n'avez même pas habité ensemble, donc a priori, il va chercher une autre victime. Il en a trouvé une. Mais malheureusement pour elle. Qu'est-ce qui chez vous a fait que vous vous êtes laissé quand même beaucoup manipuler pendant quelques années, visiblement? J'étais fragile parce que je sortais d'une relation de couple de 23 ans. Oui. Et donc où j'avais vu ces 2 merveilleux enfants. Et mon mari était parti pour quelqu'un d'autre, simplement par amour. Il est tombé amoureux. C'est des choses qui arrivent. Et voilà, il a fallu que je sois dans l'acceptation de ça. J'ai mis 5 ans entre les deux pour... D'accord, vous étiez particulièrement dévastée par cette séparation oui, donc parce que j'ai pas vu venir en fait. Oui, bien sûr. Oui. Et donc le premier qui a été un peu gentil avec vous et qui vous a... vous êtes tombé dedans. Oui, puis c'était un collègue de travail qu'on se croisait régulièrement, puisqu'on était ambulanciers tous les deux, pour rien cacher. Et donc du coup, c'est clair que chaque fois qu'on se voyait, c'était sympathique. Et puis au fil du temps, alors on avait la sensation, on va dire. Oui, mais c'est d'ailleurs le talent, si je puis dire, des personnes qui nous manipulent. Jean-Charles Bouchou, c'est que ils repèrent bien notre fragilité. Ils s'engouffrent dedans. Ils ont un 6e sens pour ça. Très fort. Et ils sont là pour nous donner l'impression qu'avec eux, ça va aller mieux, quoi. Oui. C'est la sensation, cette facilité de vengeance, parce qu'on les quitte à un moment donné, on prend la décision de dire ça suffit. Oui. Et qu'il ait pu envisager d'avoir de tels comportements. Il me posait des seringues sur le tapis de ma porte. J'ai vécu vraiment un harcèlement. Vous n'avez pas porté plainte parce que vous aviez les éléments pour.
Ah si, je vous assure que si, mais la gendarmerie m'a dit que je n'avais pas assez de preuves. Voilà. Alors une chose intéressante qui est importante de dire, c'est qu'on ne porte pas plainte auprès des gendarmes. Hein. Les gendarmes sont qu'un intermédiaire, on porte plainte auprès du procureur de la République. Et si les gendarmes veulent pas prendre votre plainte, vous envoyez un courrier au procureur de la République. Parce qu'il y a un truc particulier en France, c'est que les gendarmes sont notés s'ils font bien leur travail. Donc mieux ils font leur travail, moins il y a de plaintes dans leur quartier. Donc un bon moyen pour eux d'être bien notés, c'est tout simplement de ne pas prendre les plaintes. Donc là, il ne faut pas se laisser avoir avec ça. Si on vous a manqué de respect et si effectivement ça vaut le coup, vous écrivez directement au procureur. D'accord. Oui. Bah, Et à ce moment, c'est pas ce que j'ai fait, mais. Oui, mais je sais, mais plein de gens me disent ça. Je suis allé à la police et ils n'ont pas voulu prendre ma plainte ou chez les gendarmes. Non, mais c'est le procureur qui prend la plainte. Les gendarmes, je sais pas s'ils ont le droit de refuser une plainte de toute façon, mais bon, vous envoyez un courrier au procureur et le but d'une plainte, c'est pas forcément de gagner. Hein. Le but d'une plainte, c'est que l'autre soit inquiété. C'est-à-dire que comme il n'est pas capable de respecter la loi, qu'il ait un rappel à la loi. Même si vous n'avez pas assez de preuves, c'est pas grave. De toute façon, la police, la gendarmerie, je sais pas, ou la justice va l'appeler, lui demander des comptes. Et il va être obligé de s'expliquer. Vous voyez ? Et c'est ça l'idée, c'est qu'il soit obligé de s'expliquer. Surtout qu'il y en a eu deux. Donc à la première, c'était une simple main courante parce qu'ils n'ont pas voulu prendre ma déposition. Ouais. Mais lorsque j'ai perdu mon travail, par contre là c'était beaucoup plus grave parce que le préjudice était plus lourd. Bien sûr. Et donc là je suis quand même allée, j'ai insisté pour qu'on prenne ma plainte et le juge m'a répondu qu'il abandonnait toute poursuite contre lui puisque je n'avais pas assez de preuves cohérentes. Et ça, c'est une deuxième injustice, hein, quelque part, que vous avez vécue. On sent que vous êtes encore marquée par tout ça, Nathalie. Oui, toujours, parce que bon, je me dis que combien de femmes comme moi on arrive à des situations pareilles et voilà, bon, moi, par chance, c'était... Enfin, ça aurait pu en arriver à la violence parce que c'était quelqu'un de très colérique. J'ai vu des chaises voler, hein, mais grâce au ciel, il n'en est pas venu aux mains. Mais qui me dit que dans la durée, ça aurait pu finir comme ça, vous voyez ? Oui, mais ne vous faites pas peur par recul. Là, vous êtes sauvé. Hein, visiblement, il a lâché. Donc, essayez de. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à une autre auditrice. Essayez là de vous faire du bien, de voir des gens avec qui vous êtes bien, parce que je pense que vous êtes en train de ressasser des choses qui sont assez fréquentes hein, quand on a vécu des choses qui nous ont fait peur et qu'on a beaucoup angoissé. On reste un petit peu en boucle sur ça. Donc il faut que vous puissiez un petit peu laisser ça derrière vous. On a beaucoup de mal à faire confiance à nouveau. Oui, je comprends bien et c'est normal parce que vous avez eu peur. Et c'est cette peur-là qui quelque part vous maintient actuellement dans dans un mal-être. Donc il faut essayer le plus possible de vous mettre dans des choses plus positives actuellement, plus agréables. Ouais, puis retrouver la confiance en soi rend plus facile le fait de faire confiance à un autre. Parce que si je rencontre quelqu'un demain et que cette personne, je m'aperçois que c'est pas une personne valable, j'ai confiance en moi et je sais que je suis capable de partir, je suis capable de m'en apercevoir rapidement. À un moment donné, quand je suis victime, on l'a vu plusieurs fois pendant l'émission, je suis aussi victime de moi-même. Donc c'est important de faire un travail sur soi de façon à pouvoir effectivement faire à nouveau confiance. Et éventuellement de se tromper. Et c'est pas si grave. C'est pas si grave de se tromper. En tout cas, de reproduire les mêmes erreurs. Oui, mais là, je crois que au premier indice, je crois que vous le verrez quand même, Nathalie. Faites-vous confiance. C'est ça aussi qui est important. Vous savez, notre expérience, elle sert aussi pour la suite. On refait quand même pas systématiquement les mêmes erreurs quand on a su en sortir, et vous avez su en sortir. Donc faites-vous confiance. Vous l'avez entendu au cours de l'interview, je parle d'égoïsme altruiste. Et c'est un terme qui revient assez souvent dans mes propos, donc ça serait bien que nous le précisions ensemble. Que veut dire égoïsme altruiste ? D'autant plus que là, je viens d'être interviewé par une chaîne qui s'appelle Amdessine. Vous retrouvez cette interview sur leur chaîne, Amdessine, et ils m'ont proposé de la mettre aussi sur cette chaîne-ci. Donc vous la trouvez aux deux endroits, cette interview. Et à un moment donné, je suis amené à parler effectivement de l'égoïsme altruiste. Donc comment m'est venue cette idée ? Elle m'est venue à plusieurs moments. D'abord un constat. Je me souviens, un de mes enfants me dit « Oh papa, en ce moment je vais bien ».
Et là, j'ai senti comme un poids qui s'enlevait de mes épaules. Donc le plus beau cadeau que pourrait me faire mon enfant, c'est de me dire je vais bien, c'est donc de prendre soin de lui. Et de la même façon, j'imagine que si je lui disais, moi tu sais, je vais bien en ce moment dans ma vie, ça lui ferait du bien. Donc n'ayons pas peur de nous faire du bien pour faire du bien au monde. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect de la chose, c'est que très souvent, on m'a demandé, est-ce que ça n'est pas égoïste de faire une psychanalyse, c'est-à-dire on parle toujours de soi. Est-ce que ça n'est pas égoïste de faire de la méditation, c'est-à-dire on travaille toujours sur soi? Ce à quoi je réponds, ben oui, c'est égoïste. Et où est le problème? C'est-à-dire que ce terme d'égoïsme est péjoratif. Dans l'émission, je crois que c'est l'émission avec Brigitte, je donne l'exemple, si je donne 1 euro à quelqu'un qui fait la manche, je me fais du bien. Et si je le fais, c'est très égoïstement pour me faire du bien. Et vous savez, quand on écoute les religions, on nous incite à l'égoïsme et on nous dit Dieu est à l'égoïsme. On nous incite, à la générosité et on nous dit Dieu aime les généreux. Karim en arabe par exemple, Al-Karim. Alors, pourquoi je dis l'arabe? Parce que je vais comparer un petit peu toutes les religions. Petite parenthèse au passage, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça agace sur cette chaîne-ci, donc très rapidement je vais aller créer une autre chaîne où j'aurai des propos un petit peu plus libres. Mais quand même, je continue sur l'égoïsme altruiste parce qu'il peut s'entendre à différents niveaux. Juste simplement être généreux me fait du bien, point final. Ça devrait suffire comme équation. Mais en même temps, c'est faire du bien évidemment au monde, au ça. J'en parle parce que si vous l'avez écouté, et vous pouvez l'écouter, hein, c'est la vidéo précédente que j'ai mise en ligne, à un moment donné, je dis que je suis allé faire une cérémonie en Amazonie et qu'au cours de cette cérémonie, j'ai eu ce qu'ils appellent là-bas une vision. Alors s'il y a des psychiatres qui écoutent, ça se dit hallucination en psychiatre, dans la langue des psychiatres. J'ai eu une vision où j'ai compris que nous sommes un, tout est un. Vous voyez? Donc, si je fais du bien à l'autre, je fais du bien à cela. Et si je me fais du bien à moi, je fais du bien à cela de la même façon. Je dis ça parce que le terme d'égoïsme altruiste est un petit peu dangereux parce que je n'ai pas à me faire du bien pour faire du bien au monde. C'est ridicule. Je me fais du bien parce que c'est correct, parce que c'est logique et parce que c'est normal. Donc, au premier degré, je me fais du bien à moi-même, donc c'est un travail sur soi déjà que de devenir, par exemple, généreux. Il n'y a pas que la générosité. Ensuite, c'est participer au bien du monde que d'être généreux. Et puis, à la fin, c'est un chemin spirituel. Et il existe même un degré supérieur que l'on entend dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il est dit, mais quand tu donnes 1 euro, il n'y a pas de générosité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un morceau de métal est passé d'une poche à une autre. En réalité, tu n'es propriétaire de rien. Vous voyez, la notion même de générosité est déjà une notion un petit peu tronquée, un petit peu paradoxale, si vous voulez, en soi, quand on est sur un chemin spirituel. Il n'empêche que ça nous fait du bien d'être généreux, que ça participe au bonheur du monde et que c'est quelque chose sur la voie spirituelle. Donc voilà ce que j'entends par égoïsme altruiste, c'est-à-dire faire partie de l'équation. Quand je médite, je me fais du bien, mais je fais du bien au monde qui m'entoure. Quand je fais une psychanalyse, je me fais du bien et je fais du bien au monde qui m'entoure. D'ailleurs, ceux parmi vous qui ont déjà fait une psychanalyse l'ont peut-être remarqué. Mieux je vais, plus mon environnement change. Quand je change, je l'ai écrit ça dans « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» je crois. Quand je change, le monde change autour de moi. Donc ça peut être intéressant de faire un travail sur soi. S'il y a des thérapeutes aussi qui écoutent, c'est bien de multiplier les connaissances et les techniques de psychothérapie, c'est magnifique, mais à un moment donné, je n'ai jamais tant progressé dans mon métier de psychanalyste qu'en refaisant à nouveau une psychanalyse. C'est-à-dire, en m'allégeant, je permets à mon patient de s'alléger. C'est étonnant, hein? Voilà. Donc n'hésitons pas à nous faire du bien, à être égoïste, mais être sainement égoïste, c'est parfaitement correct. Voilà, on en reste là sur cette chose. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, posez-moi des questions en description. Puis je vous l'ai dit, je pense d'ici la rentrée créer une autre chaîne où nous aurons des discussions un petit peu plus profondes que celles sur les mécanismes de défense pervers narcissiques. Voilà, vous me posez des questions. J'aimerais que justement, toujours dans le droit fil, nous observions la question de Kat. Écoutez. Alors vous avez la gentillesse de m'envoyer plein de très beaux commentaires. Vraiment, je vous en remercie, ça me touche profondément. Nous en reparlerons de toute façon. En plus, vous me posez des questions. Donc là, je vais répondre à une des questions qui m'ont été posées. C'est Kat qui me dit « J'ai commencé la méditation via l'énergie quantum, bip,
musique, je sais pas, je crois que je le lis mal, semble me convenir. Pourriez-vous me conseiller sur le sujet? Alors, on retourne au bureau et je vous donne des éléments pour que vous fassiez votre propre réponse. On se retrouve tout de suite au bureau. Donc d'accord, Kat me demande, elle dit qu'elle pratique la méditation via l'énergie, quantum, leap music. Je l'ai relu depuis la question. Et elle me demande des conseils pour la suite. Eh bien, Kat, la réponse est très simple, je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, je ne sais pas ce que c'est que la quantum leap music. Je vais vous parler de ma méditation, peut-être ça va vous influencer, peut-être pas, c'est pas grave, hein, peu importe. Ce qui est intéressant quand même dans votre question, c'est que vous dites « ça me fait du bien ». Donc, la quantum leap music vous fait du bien, ben, continuez comme ça, il n'y a pas de raison de changer. Maintenant, je vais vous parler, moi, de ma méditation, et vous verrez après si ça vous donne envie d'essayer autre chose. Je ne suis pas capable de me concentrer sur un geste, un mouvement, une posture, et d'être en même temps dans mon mental. Ça n'est pas possible. Donc, quand je pratique la méditation, je me concentre sur les pouces qui se touchent, je me concentre sur mon expiration, mon inspiration, je me concentre, je redresse ma posture, voilà. Et à ce moment-là, je suis incapable d'être dans les pensées. Par contre, évidemment, très rapidement, je vais me déconcentrer et revenir dans mes pensées. Parce que beaucoup de gens me disent, je pratique la méditation et je suis assailli par mes pensées. C'est pas grave. Au moment où vous vous apercevez que vous êtes en train de penser, reconcentrez-vous sur vos pouces qui se touchent. C'est tout. C'est quoi la méditation? 2 pouces qui se touchent. C'est quoi la méditation? Un expire. Il faut faire très attention aux choses compliquées. Peut-être que ça marche, hein. C'est peut-être moi qui suis un inculte. Et puis que j'ai pas envie d'être plus intelligent. En fait, la deep leap music, je sais pas ce que c'est. Je sais ça. Et à force de pratique, à force de revenir à ma respiration, eh bien, les pensées s'apaisent et tendent à disparaître. Et le Bouddha nous dit, quand les pensées s'arrêtent, tout est révélé. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Quand les pensées s'arrêtent, tout est révélé. Donc voilà ce qu'est pour moi la méditation. Évitons d'aller trop dans un esprit complexe. Notre société nous y invite. Alors je reviens encore une fois sur cette émission. Je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous l'avez regardée. Dedans, on parle un petit peu d'esprit sectaire. Bien évidemment que l'esprit sectaire existe dans le milieu thérapeutique et dans le milieu de la méditation, mais on n'est pas obligé de tomber dedans. Faire attention aux à ceux qui viennent, qui se mettent à l'envers, c'est-à-dire qui disent, nous, notre méditation, par exemple, j'ai entendu un psychiatre qui disait, moi, ma méditation est laïque, je suis contre la méditation religieuse. Stop, là, c'est pareil, il nous rend l'esprit compliqué. Quand votre expire s'arrête, vous êtes en deçà des pensées, en deçà de toute capacité à créer du concept. Si quelqu'un vous dit, ma méditation est religieuse, fuyez-le. Si quelqu'un vous dit ma méditation est laïque, fuyez-le de la même façon. C'est une arnaque, c'est pas vrai. Ma méditation ne peut être ni laïque ni religieuse. Quand les pouces se touchent, quand l'expire s'arrête. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je ne suis pas laïque, je ne suis pas religieux. Ça prend plus sens. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur la méditation. Je pourrais en dire beaucoup plus, j'ai écrit un livre d'ailleurs, j'ai retrouvé le titre que j'avais cherché pendant l'émission, c'est « Transformer souffrance et colère en énergie d'éveil » où je parle beaucoup méditation, où je donne des conseils. Je vous invite à lire ce livre si vous en avez envie. Voilà, vous y trouverez les pistes. C'est tout pour cette fois-ci, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.